Bonjour Gilles, lundi 16 janvier, on est ensemble jusqu'à 10h30 pour l'émission Média. Jérémy Normand, bonjour. Vous êtes journaliste, réalisateur, vous avez réalisé ce documentaire qu'on va voir ce soir sur BFM, Bac Nord. Ils parlent enfin, pour ceux qui ont vu le film, et ils ont été nombreux, vous allez retrouver les vrais protagonistes de cette affaire, et surtout vous avez obtenu des interviews, des mises en cause, et en particulier l'un d'entre eux qui témoigne à visage non masqué, un autre l'est plus ou moins, et un troisième complètement. Oui, mais c'est surprenant ça, parce que vous mettez son nom. Vous mettez le nom de la personne et vous le mettez en nombre. Alors je me suis dit, ça sert à quoi de le mettre en nombre alors que vous mettez son nom ? Alors je vais vous expliquer. En fait, ce policier a été révoqué. Il n'est plus policier aujourd'hui, donc il n'est pas soumis au devoir de réserve comme l'est l'autre. Il est devenu infirmier. Il m'a expliqué qu'un jour, un patient avait, via son nom justement, découvert que c'était un ancien policier de l'affaire de la Bac Nord et que ce patient avait refusé d'être soigné par lui. Donc c'est ce qu'il redoute aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il m'a demandé cet anonymat relatif, puisque son nom est connu, et son père, qui s'est beaucoup impliqué dans sa défense, dans la défense des policiers, lui évidemment témoigne à visage découvert. Donc voilà pour cette anonymisation un peu bizarre au milieu du guet. Voilà. Bon, on va revenir avec vous sur la réalisation de ce documentaire, parce que vous tournez dans les cités de Marseille, ce qui n'est pas forcément évident, et puis ces témoignages que vous avez obtenus, et puis cette histoire qui est complètement dingue. Alors c'est vrai que le film Bac Nord a assez bien expliqué ce qui s'était passé, mais d'avoir les protagonistes, c'est extrêmement fort. Ce sera donc ce soir à 20h50 sur BFM. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors Valérie, on a vu... Le zapping du week-end, c'est toujours très riche. Toujours de la matière. On a vu, on a entendu, on n'a parlé que de ça, des retraites, et je pense qu'on va en parler dans toute la semaine, dans tous les médias, y compris chez nous, évidemment. Reportages, graphiques, analyses, portraits, comme celui de Pierre, qui a 79 ans, et qui est obligé de continuer à travailler au vu de sa maigre retraite. Écoutez, sa retraite à 79 ans, c'était sur BFM. Ces gestes, Pierre les effectue sans interruption depuis bientôt 60 ans. À 79 ans, il travaille toujours dans cette boutique de vêtements en compagnie de sa femme. Il perçoit pourtant bien une retraite, mais cette dernière est loin d'être suffisante pour le maintenir à flot. Je suis à 600 € de revenus mensuels. De quoi payer mes cigarettes et mon café du matin. Je ne suis même pas au minimum vieillesse. Voilà ma situation. Je suis dans la précarité. Pierre survit donc grâce à cette activité et à quelques investissements locatifs. Tant que j'aurai la santé, la lucidité pour le faire, j'en ai le devoir pour affronter les événements qu'on m'impose. Et voilà, à 80 ans, il continue à travailler, 600 € de retraite. Si la France Insoumise est en train d'exploser en interne, et Jean-Luc Mélenchon contesté vendredi, dans C'est à vous, Stéphane Guillon a ironisé sur la France Insoumise. C'était assez drôle. Ils vivent un drame intime. Devenir député, ça les a tués. 7 200 € de salaire par mois, chauffeur à disposition, frais de bouche. Filer de la thune à un insoumis, c'est comme donner du sucre à un diabétique, tu le flingues. Donc Et il y a aussi autre chose, c'est que Cyril Hanouna ne veut plus les inviter dans son émission. Et quand on pense que Raquel Garrido ou Louis Boyard, avant d'être députés, ils étaient chroniqueurs chez Hanouna, c'est-à-dire que les meilleurs éléments de la France Insoumise ont été formés chez Hanouna. C'était un vivier de talent, d'échange, de culture. Et maintenant, le vivier n'existe plus. Voilà la réponse de Stéphane Guillon. Si on allait au bar de Pascal Praud prendre un verre, ça faisait longtemps que je vous avais pas emmené chez Pascal prendre une petite limonade. Bon, ils s'en sont pas encore revenus. C'est pareil, Jean-Luc Mélenchon qui donne une interview depuis la Guyane. Alors ça, c'est impossible. Affrontement entre Pascal Praud et Gérard Leclerc, évidemment toujours dans la mesure. Et moi, je ne trouve pas choquant qu'on fasse une émission avec Jean-Luc Mélenchon. Alors, voilà, sur le reste, c'est les choix. En fait, tout ce que vous dites, et de dire que c'est mais Gérard, arrêtez de dire n'importe quoi. Comment ça, j'ai pas Qu'est-ce que je dis? Je ne dis pas qu'ils font une émission sur Jean-Luc Mélenchon. Arrêtez de dire n'importe quoi. Je dis qu'il la font en Guyane en la délocalisant. C'est pas la même chose. Il est en Guyane et ça, c'est pas la même chose. Excusez-moi, tu délocalises tout le monde. Tu le fais même pas pour le président de la République. Avec vos moyens, avec votre argent. C'est ça que je dis. C'est notre argent. C'est pas sur BFM qu'on verrait ça. Et puis restons dans les engueulades et la Guyane. On reste dans le même domaine. Dans quelle époque, sur France 2, Christophe de Chavannes est revenu sur la position de Christiane Taubira sur le vaccin et le Covid, où elle n'avait pas incité les Guyanais à se vacciner. Il lui a posé la question.
Je n'ai pas compris pourquoi vous n'avez pas proposé aux Guyanais d'aller raisonnablement se faire vacciner par rapport à ce qui se passait chez eux. Non, d'abord, il faut arrêter de revenir ressasser les mêmes lubies. Bon. Non, il faut arrêter de ressasser les mêmes lubies. Et vous n'avez répondu... Vous allez en faire un feuilleton pendant combien de siècles? Non, je veux vous poser... Pendant combien de siècles? Mais alors, donc, on ne peut pas vous contredire, en gros. Non, il ne s'agit pas de ne pas moi, me je suis comme mais moi, j'ai le droit de vous contredire. Il y a un truc qui m'a choqué. Moi, j'ai le droit de vous contredire. Vous êtes choqué parce que vous êtes dans l'affectif. Est-ce que c'était une erreur, alors, de dire ça? Est-ce que c'était de dire quoi? De dire que ce n'était pas votre rôle de dire aux Guyanais ce qu'ils devaient faire. Vous êtes à 10 000 kilomètres, vous avez compris les choses. Vous avez compris les choses mieux que les gens qui vivent sur le terrain. C'est bon. Je crois que ça pourrait être s'il y avait un dictionnaire visuel, ça pourrait être la définition de la mauvaise foi. C'est-à-dire que mauvaise foi 2 fois, 2 points, montrer Christiane Taubira, cet échange, allez le voir sur les réseaux, est absolument lunaire, parce qu'elle est coincée. Pour une fois, elle est vraiment coincée, elle ne sait pas quoi répondre à cette question. Il y a même Cohn-Bendit qui en rajoute. Oui, absolument, qui derrière. dit oui, mais on ne comprend pas. Bon, continue. On connaissait le revenge porn, vous savez, on mettait une photo à poil de la copine qui vous a quitté ou du copain qui vous a quitté. Voici le revenge song. Alors apparemment, Shakira, elle n'a pas apprécié d'être quittée par son compagnon, Gérard Piqué. Elle en a fait une chanson avec des paroles au vitriol, comme le constatait Mathieu Béliard dans C'est à vous. Elle s'en aussi à la nouvelle copine de son ex, une jeune femme de 23 ans. T'as changé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio. Voilà, elle a échangé une Ferrari contre une Twingo. Contre une Twingo, puis alors, toutes les paroles sont comme ça. Vous pouvez voir la chanson, elle est sous-titrée sur Vous n'avez pas mis Brad Pitt. Alors, Brad Pitt, il y avait une avant-première à Paris samedi. Il y avait le tout Paris. Il y avait le tout Paris. Si vous n'avez pas été invité à cette soirée, vous êtes dead, comme aurait dit. Si tu n'es pas à la soirée, tu n'as pas réussi ta vie. Et donc, alors c'est marrant parce que moi, je l'ai écouté, je l'ai regardé. Alors, à signaler quand même, quand on regarde la courbe de TF1, tout le monde se barre. C'est-à-dire qu'il y a une chute quand Brad Pitt parle, ce qui est assez étonnant. Et donc, il est très américain. Donc, on lui pose la question de savoir s'il va venir s'installer à Paris. Et il répond que non, puisque c'est la rumeur qui, j'imagine, vous préoccupez tous ce matin de savoir est-ce que Brad Pitt va venir habiter à Paris. Et c'est très drôle parce que je l'ai entendu sur une autre antenne et il a exactement les mêmes réponses, la même manière de s'exprimer. Enfin, très à l'américaine. À l'américaine. Tout le monde lui dit est-ce que vous pouvez nous dire un mot de français? Oh no, come on. Voilà. Je pensais très bien. Oui, je fais très bien Brad Pitt. Mais il est très beau. Il avait un costume pourri et n'importe qui dans ce costume, ça aurait été horrible. Mais il est très très beau. Vraiment. Fantasmé sur Brad Pitt. Absolument, mais comme tout le monde, je pense. Allez, on se retrouve dans un instant sur un tout autre sujet, un doc à ne pas manquer ce soir sur BFM. Le Brad Pitt de BFM. Voilà, ils parlent enfin. Donc les vrais flics, les flics de Bac Nord. Si vous avez vu le film, s'expriment ce soir dans un doc puissant et passionnant. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jérémy Normand, journaliste, réalisateur pour l'émission Ligne Rouge sur BFM. Ce soir, donc, un document à ne pas manquer. Bac Nord, ils parlent enfin. C'est 60 minutes au cœur de cette affaire. C'est un film qui a cartonné, Bac Nord. Et vous, Jérémy Normand, vous êtes allé interroger les protagonistes de cette affaire, les flics qui ont été mis, trois des flics qui ont été policiers de cette Bac Nord qui ont été mis en cause. Quand on démarre un doc comme celui-là, est-ce que on se dit ça va être compliqué? Comment ça a démarré? Parce que en fait, tout repose sur ces 3 témoignages principalement. Oui, c'est vrai qu'en 10 ans, jamais les policiers mis en cause s'étaient exprimés comme ça en longueur. Donc, on partait avec ce sentiment de ça va être difficile. On a commencé à travailler en mai 2022 parce qu'il y avait déjà eu un premier procès en avril 2021. Il y avait eu 11 condamnations avec de la prison avec sursis, 7 relax. Et il devait y avoir un procès en appel en septembre. Donc on se dit, on va travailler sur cette enquête pour la diffuser à l'occasion du procès en appel. Ça, c'est compliqué parce que pour les policiers, prendre la parole, s'exprimer publiquement avant un procès, ça peut être mal perçu. Il y avait des réticences. Et puis, bien sûr, il y avait de leur part aussi une grande méfiance vis-à-vis des médias et notamment de BFM TV puisque notre chaîne avait évidemment couvert l'affaire au moment de son éclatement et les policiers gardaient une forme d'amertume, de rancœur vis-à-vis de BFM TV. Donc il a fallu leur expliquer qu'il s'agissait de revenir en longueur donc dans ce long format de 70 minutes pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer, donner leur version des faits, raconter leur
vérité et puis aussi raconter leur souffrance, parce que quoi qu'on pense c'est terrible l'émotion qui ressort des témoignages, c'est-à-dire qu'on voit cette émotion qui est encore là, cette blessure qu'ils ont vécue et on le ressent 20 ans, combien c'était, en quelle année? C'était en 2012, il y a 10 ans. Mais pour eux, c'est comme si c'était hier. Ils m'en parlent, mais au début, quand on se rencontre pour la première fois, donc sans caméra, il n'est pas encore question qu'ils participent, c'est juste un premier échange. En fait, très, très rapidement, on brise la glace et très rapidement, leur émotion, elle affleure, parce que le fait de faire de la prison, pour un policier être envoyé en prison, aux côtés, c'est ce qu'ils nous racontent dans le documentaire, aux côtés de délinquants qu'ils ont eux-mêmes contribué à arrêter, ça les a traumatisés. Il y a eu des divorces. J'ai relevé cette phrase en termes de punition, il n'y a pas pire, se retrouver à leur niveau, c'est terrible. C'est effectivement pour un policier, et quand on sait que c'est on voit que l'affaire est assez... Non, mais on voit surtout que l'affaire est pourrie, quoi. Que dès le départ, tout est fait pour qu'il soit coupable. Pourquoi le policier qui les a dénoncés, le traître dans l'histoire, ils se sont pas retournés contre lui? Pourquoi ils n'ont pas fait de procès? Vous abordez pas ça dans le documentaire. Pourquoi il n'y a pas eu ce retour contre lui, y compris de la police nationale ou de la préfecture? Il m'en parle avec des mots qui sont assez crus. Ils se sont fait quand même trahir par l'un des leurs, et on le sait, dans la police, c'est une corporation assez soudée. En BAC, c'est vraiment, il y a un esprit très familial. Donc se faire trahir par l'un des leurs, c'était vraiment pour eux quelque chose d'impensable. Ce policier-là, qui les a dénoncés, n'est plus policier. Il a été révoqué puisque lui-même a été accusé il avait participé à une émission de télé-réalité alors qu'il était en arrêt maladie. Il était accusé de menaces vis-à-vis de sa belle-mère, d'avoir fait un faux procès verbal de cambriolage. Bref, il les collectionnait et il a été révoqué. Donc c'est vrai que j'en ai parlé avec ces policiers-là. D'ailleurs, je leur ai dit au début que je comptais le contacter et le faire participer au reportage. C'est quelque chose qui les a tout de suite irrités, parce qu'ils sont extrêmement amers vis-à-vis de lui. Finalement, ce policier, ce lanceur d'alerte, je l'ai eu au téléphone plusieurs fois, et il ne souhaitait pas, il a refusé de participer, pensant que le système... Mais lui s'en sort bien. Il a quand même été révoqué. Mais pas pour cette affaire. Disons que tout ce qu'il a dénoncé, il a quand même été reçu dans le bureau du préfet. C'est pas rien. Il faut imaginer un policier de terrain qui est reçu par le patron de la police marseillaise. C'est assez rare. Ça dit aussi déjà quelque chose de cette affaire rien n'est normal dans cette affaire. C'est pas on pense ce qu'on veut, mais c'est étonnant qu'un policier, normalement il y a une procédure. Là, il est reçu directement par le préfet qui vient d'arriver. Alain Gardère, préfet délégué à la sécurité de Marseille, et on voit l'enchaînement en fait des faits les uns après les autres. Manuel Valls qui, avant même que ce soit jugé, dit on ne peut pas tolérer des ripoux dans la police. Enfin, c'est tout un enchaînement. Et Gardère, effectivement, il faut regarder le doc ce soir, BAC Nord sur BFM, je répète pour ceux qui nous rejoindraient, BAC Nord, ils parlent enfin. Vous avez eu effectivement Alain Gardère qui a accepté de parler, Jean-François Jaffuel qui était le commissaire de la division Nord de 2007 à 2010, qui est vraiment un flic à l'ancienne, mais qui n'a pas soutenu ces hommes, parce que le fond du truc, c'est qu'il y avait, des pratiques un peu illégales, on va dire, mais qui étaient connues de tous, et personne n'est venu à leur secours. Je vous propose d'écouter la bande-annonce pour nos auditeurs. Je suis un ancien policier de la BAC Nord de Marseille. Il faisait partie de la meilleure BAC de France. Raquettes, trafic, extorsion. Ils se sont retrouvés au cœur du plus gros scandale policier de ces dernières années. Là, en l'occurrence, on n'a pas un ripou à Marseille. On a une collection, on a un service entier qui est soupçonné de corruption. Lutte de pouvoir, trahison, écoute tronquée. Ça m'a détruit. Voilà, c'est une cicatrice indélébile. Et qu'on aura à vie, je pense, jusqu'à ma mort, j'y penserai. Les principaux mis en cause de l'affaire de la BAC Nord parlent pour la première fois. Ils racontent 10 ans de cauchemar. BAC Nord, ils parlent enfin. Une série événement, lundi à 20h50 dans Ligne Rouge sur BFM TV. Alors dans le doc, on voit très bien aussi que être policier et se retrouver à Marseille en prison, c'est encore plus dangereux pour eux. Oui, parce Ils sont à l'isolement, Parce qu'ils sont mis à l'isolement, évidemment, pour leur sécurité, parce que c'est ce qu'ils nous racontent. Ils sont aux côtés de gens qu'ils ont parfois interpellés, qui connaissent bien. Marseille, c'est un village, comme on dit. Donc, effectivement, pour eux, c'était particulier de se retrouver en prison à côté de ces gens-là. Ce qui était compliqué aussi, c'est que l'affaire, elle était en train de se développer au quotidien. Donc, ils me disaient, la télé, c'était notre pire ennemi, parce qu'on voyait en continu à la télévision
télévision, notre affaire être chroniquée. On entendait le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, nous clouer comme ça au pilori en prison. Nous, on n'a pas pris parti. L'affaire, elle a été jugée, donc ça veut dire que ça y est, il y a une vérité judiciaire. Donc notre démarche, c'était pas de refaire l'enquête, c'était pas forcément de retrouver des preuves qui n'existeraient pas, c'était de donner à comprendre ce que peuvent ressentir ces hommes qui sont passés vraiment de policiers très reconnus dans une brigade très prestigieuse à moins que rien en quelques temps. On s'est attaché à comprendre leur ressenti aussi. Un auditeur demande si vous ont parlé du film. Est-ce que vous leur avez posé, c'est pas dans le doc, mais est-ce que vous leur avez posé la question de ce qu'ils avaient pensé ? Alors, dans le film, il y a 3 policiers joués par Karim Leclou, François Civil et Gilles Lelouch. Moi, dans mon documentaire, il y en a 3 également. 2 des personnages qui s'expriment dans le documentaire sont portés à l'écran. Donc le parallèle avec le film, il s'est imposé à nous. Il faut aussi savoir que dans le film, d'anciens policiers de la BAC Nord ont été conseillers techniques, ont aidé le réalisateur Cédric Jiménez à préparer le tournage. Donc ce lien, il est évident. Alors les policiers avaient apprécié le film. C'est vrai que le film, il avait été accusé par ses détracteurs d'héroïser ces policiers et puis de dépeindre les cités plus dangereuses, plus noires qu'elles ne sont. Nous, on ne prend pas parti. Nous, c'est la vraie histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que dans mes discussions avec les policiers, quand ils me racontaient aussi leur quotidien de policiers en BAC, c'était assez impressionnant. Ils me racontaient qu'effectivement, les courses-poursuites dans les cages d'escalier telles qu'elles sont portées à l'écran, ils les vivaient au quotidien. Certains se sont retrouvés face à des personnes avec des kalachnikovs. Donc, cette violence, nous, on l'a pas... on revient sur l'affaire, donc on n'a pas cherché à démontrer la réalité quotidienne des quartiers, mais effectivement quand ils me racontent ce qu'ils ont vécu, à quel point ils étaient dopés à l'adrénaline, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ces personnes-là, je pense qu'on le comprend dans le documentaire, ils sont pleins de nuances, ces policiers-là. C'est des hommes qui sont... Il y a de l'orgueil, il y a de l'ego, il y a de la testostérone, on le comprend bien, ils le disent sans embâche. Eux, c'était vraiment faire mieux que l'autre. Il y avait un esprit de compétition qui interroge aussi même sur le sens du métier, parce que... on leur demandait de faire du chiffre, c'est aussi... On leur demandait de faire du chiffre, et eux-mêmes, quand on leur demande ce qui les poussait à se lever le matin, ils me répondaient aussitôt, c'était la course, la compète avec les autres. Parfois, je me demandais même si le système ne les conduisait pas eux-mêmes à dériver un petit peu de leur fonction initiale, qui est quand même servir l'intérêt général. Donc c'était ça qui me racontait, c'était cet esprit de compétition qui les a poussés, pour certains, à franchir la ligne rouge. Vous avez été dans les quartiers nord. Est-ce que à ce moment-là, on met le logo BFM sur la caméra, et comment sont acceptés les journalistes là-bas? Est-ce que vous avez eu peur? C'est une façon différente de travailler. Je me suis rendu à plusieurs reprises dans les quartiers nord pour BFM TV, pour Canal+, où je travaillais avant. C'est toujours particulier, ça dépend pourquoi on vient. C'est-à-dire que quand on vient pour faire un reportage sur le trafic de drogue, évidemment, ou sur l'insécurité, évidemment, on est reçu avec méfiance. Là, en l'occurrence, oui, je disais que j'étais pour BFM TV, évidemment, et puis j'expliquais qu'on faisait un reportage au long cours sur l'affaire de la BAC Nord. Je cherchais des témoins, éventuellement des dealers qui auraient pu me raconter. Voilà. Ce qu'on m'a expliqué très vite, c'est dans les quartiers nord de Marseille, un dealer qui fait 10 ans, ça court pas les rues. Parce qu'en fait, au bout de quelques années, soit il est en prison, soit il est mort, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'affrontements entre les trafics. Donc ce qu'on m'a expliqué, c'est que ça allait être très compliqué. Quelques-uns sont venus vers moi en me disant, moi ça m'est arrivé, mais... Que vaut un témoignage anonyme sans aucune preuve? Pas grand-chose. Je me suis dit qu'il était plus intéressant de remettre à l'écran, parce qu'on a aussi des archives dans ce documentaire-là, de remettre des témoignages de l'époque, des dealers de l'époque qui racontent ce qu'ils disent avoir subi, plutôt que d'aller chercher des témoignages anonymes qui ne voudraient pas grand-chose. Donc oui, on peut travailler dans les quartiers nord avec la bonnette BFM TV. On a même pu, on le voit dans le reportage, faire voler un drone dans les quartiers nord. C'est pas anecdotique, parce qu'un drone, souvent, c'est perçu comme la police. Donc, comment vous avez fait alors? Il faut avoir l'autorisation de la préfecture tout d'abord, sauf que la préfecture nous a demandé, est-ce que vous avez les conditions de sécurité adéquates pour travailler dans les quartiers nord? Et donc la personne, Thomas Perronel, le droniste, qui donc a tous les agréments pour filmer dans les quartiers nord, s'est assuré aussi d'avoir sur place les contacts pour prévenir, voilà, ce drone-là, il est pas de la police, il est pour un reportage. Donc voilà, c'est comme ça aussi qu'on travaille, c'est avec de la transparence et de la pédagogie. Il y a des gens que vous auriez aimé
à voir et que vous n'avez pas eu, hormis ces dealers? Je parle des responsables policiers ou... C'était très compliqué de travailler sur ce sujet. Même 10 ans après, il est assez sensible. Moi, j'ai contacté le ministère de l'Intérieur. Manuel Valls, par exemple. Alors, Manuel Valls, en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il était au tout début de l'affaire. Il fait cette sortie. Ces policiers-là ne méritent pas de porter l'uniforme, qui a fait beaucoup de mal. Mais derrière, c'est pas son rôle. Lui, il est dans le politique, c'est pas son rôle de suivre. Donc, on était très content d'avoir le préfet, Alain Gardière, qui lui a déclenché, est au démarrage de l'affaire. Étant donné ce qu'elle a donné, j'étais au début assez pessimiste quant à mes chances de pouvoir recueillir sa parole. Il a accepté, donc je trouve que c'est courageux de sa part aussi, parce qu'on préfère en général prendre la parole quand ça nous sert, qu'on est mis en valeur. Là, c'est vraiment pas le cas. Il le savait et pourtant il a accepté de jouer le rôle. Ce que je voulais juste dire, c'est que ça aurait été intéressant aussi d'avoir les enquêteurs de l'IGPN, puisque ce qu'on découvre dans cette affaire, c'est que c'est l'enquête qui a été aussi au cœur. Et puis le père de ce policier qui a décidé de reprendre les documents un par un. Franchement, c'est les écoutes oui, c'est ça, qui ont été tronquées. C'est la première fois qu'on entend ces écoutes, jamais en disant ces écoutes n'ont été parce qu'on diffusées. entend les policiers parler dans la voiture et ce sont ces écoutes-là qui ont permis de les mettre en examen, alors qu'on voit qu'ils ont été mal retranscrites. Mais on va pas tout dévoiler. Franchement, regardez ce soir, j'imagine que ça pourrait être vu en replay. Bac Nord, ils parlent enfin, c'est à 20h50. Vraiment très très bon doc, Jérémy Normand. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et sur la locale de BFM Marseille-Provence, il y aura un débat jeudi à 18h30, diffusion du doc suivi d'un débat sur la locale de BFM Marseille-Provence. Merci beaucoup. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin qui reçoit Olivier Dussopt, le ministre du Travail. À demain.